Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va à peu près, comme d'hab. Aujourd'hui, on va voir un grippin Russell Hobbs. Je regarde ma feuille parce que le modèle, ce sont que des chiffres. Donc, on a 12 502-58. Donc ça, c'est le modèle du grippin. Lorsque je branche mon grippin, je n'ai aucune LED qui s'allume. Si je baisse la tige de mon grippin en bas, si je la lâche, eh bien, la tige remonte toute seule. Elle ne reste pas en bas sur l'électroaimant. Donc, on a déjà deux problèmes. Un, la carte avec les LED n'indique rien du tout. Deux, la tige ne reste pas aimantée. Et un troisième problème, si je baisse mon curseur, le levier, et que je le maintiens en bas, eh bien, j'ai de la fumée qui pue, qui s'échappe du grippin. Donc là, on peut craindre peut-être un risque d'incendie. On verra ce qu'il y a dedans et pourquoi j'ai ces trois pannes. J'espère que la vidéo va vous plaire. Je sais que les grippins, vous n'êtes pas très fan. Mais bon, comme j'avais celui-là, j'ai continué à filmer pour pouvoir faire la vidéo. Parce qu'on découvre dedans de l'électronique. On découvre des façons de faire au niveau du constructeur que l'on peut retrouver sur une autre carte électronique. Par exemple, le fonctionnement du relais, on va retrouver un peu les mêmes éléments dans notre grippin. Le relais, il y a les contacts électriques. On a également les contacts lorsque je viens baisser mon levier. On a la bobine de mon relais qui peut être identique à la bobine que j'ai sur mon électroaimant, qui va tenir ma tige en bas. On a une diode de roue libre. Donc ça, on va le retrouver sur des amplis audio, on va le retrouver sur des alimentations de télé. Donc c'est une diode qui est en parallèle de la bobine d'un relais. Alors je compte sur vous, un maximum de petits pouces vers le haut. Plus il y aura de pouces en l'air, plus les algorithmes de YouTube vont diffuser la vidéo. Plus la vidéo va être diffusée, plus il y aura de personnes qui seront à même de comprendre le fonctionnement d'un appareil lorsqu'ils vont ouvrir, qui sera en panne, ou s'ils veulent tout simplement ouvrir, comme moi, des objets qui sont tout neufs pour voir à l'intérieur comment c'est construit, on peut comprendre plus facilement grâce à ça. Donc, je pense que ces vidéos sont très utiles. Ça peut aider dans bon nombre de dépannages, pas que un grippin. Pour ceux qui nous découvrent dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas non plus, parce qu'il y a de quoi faire, à regarder un peu les vidéos qui sont dessus sur la chaîne. Parce qu'on parle un peu de tout en électronique bien sûr. On y découvre le fonctionnement d'une diode, d'un transistor, comment on fait une mesure. Une chose aussi, je tiens à dire un énorme merci à tous ceux qui laissent des commentaires et tous ceux également qui mettent des précisions. Alors je m'explique. Dans la dernière vidéo que j'ai fait sur une alimentation à découpage, j'ai eu le plaisir d'avoir des personnes qui ont expliqué le rôle exact de la thermistance qui était placée dans la ligne. J'ai eu une autre personne qui a expliqué le rôle d'un petit filtre qu'on retrouve en parallèle de la bobine du primaire. Donc tout ce que vous découvrez un peu dans les vidéos et également dans certains commentaires, eh bien, ça permet d'approfondir ses connaissances. Donc je trouve ça génial que certaines personnes se mettent à décrire un peu réellement le rôle d'un composant à tel endroit ou le rôle que je n'aurais pas dit dans la vidéo. C'est une information qui est positive et ça, j'adore, j'apprécie vraiment. Donc merci à eux. Je ne donnerai pas les noms parce que de tête, je n'ai pas retenu. Avant de commencer la vidéo, j'ai une petite surprise pour vous. Vous vous souvenez de l'alimentation que j'ai présentée dans la dernière vidéo? J'ai un abonné qui a trouvé la solution, donc qui m'a trouvé la référence. La référence c'est KA5M0365R. C'est Camomac, son pseudo. Donc, je pense que s'il voit cette nouvelle vidéo, il se reconnaîtra. Je lui dis un grand merci. Grâce à lui, l'alimentation a pu être réparée. J'ai mis une alimentation ici continue
que j'ai réglé à 60 volts. Comme je l'avais sous la main, je n'ai pas voulu enlever les fils. J'ai préféré la mettre là. Mais je peux très bien brancher en 220 volts alternatif également. Je prends mon multimètre en mode 200 volts continu. Lorsqu'on allume, il faut un certain temps avant que l'alimentation démarre, ce qui est normal, hein. Donc je mets sous tension, on attend un petit peu, quelques secondes, l'alimentation va démarrer toute seule. Voilà, elle démarre. Et j'ai bien 14,3 volts en sortie, donc 14 volts. C'est une alimentation qu'on peut utiliser soit en 110 volts ou en 220 volts alternatif, donc en AC. Mais je peux très bien également me mettre en 60 volts continu, lui appliquer dessus, donc ça passe bien sûr par le bobinage, le filtrage, le pont de diode. Mais j'aurai toujours à peu près sur le gros condo, je serai aux alentours de, on va dire, 58 volts DC, et cette alimentation peut démarrer. J'ai eu ce grille-pain de marque Russell Hobbs à réparer. La tige là était cassée. Donc j'en ai commandé un qui était en panne pour récupérer toute la partie mécanique, parce que même le ressort qui permet de baisser le levier était HS, hein. Il était complètement naze. Donc le 220 de la prise électrique. J'arrive ici sur les contacteurs. Et lorsque je viens baisser la tige, eh bien, je viens appuyer sur les contacteurs pour faire contact. Et là, je mets en route la résistance de chauffe et l'électroaimant. Lorsque ce n'est pas baissé, lorsque je suis en haut, bien sûr, les contacteurs ici ne sont pas appuyés. Donc ensuite, on passe par deux résistances, une de chaque côté du grille-pain. Sur le côté, on a cette petite carte. Donc on a les petites LED qui s'illuminent. On a le microcontrôleur ici. Ici, on a la diode de roue libre. Et ici, on a la bobine. Donc la bobine, la voici. Une panne qu'on rencontre assez souvent quand même. Lorsque la tige ne vient plus coller sur l'électroaimant, c'est tout simplement parce qu'il faut nettoyer le dessus de l'électroaimant et nettoyer au niveau de la tige qui vient appuyer dessus. Dans notre cas, ce n'est pas ça le problème. Dans notre cas, c'est que ma bobine, elle n'est pas commandée du tout. Donc mon transistor qui est en dessous, qui est en CMS. Là, on ne voit rien parce qu'il y a plein de fils de branchés, mais c'est en CMS. Lui, il n'est pas commandé. Et si on tourne encore le grille-pain, on se retrouve ici avec une autre petite carte. J'ai mon transformateur ici, qui fabrique mon 12 volts. Et j'ai tout l'électronique ici. Donc j'ai mon optocoupleur. J'ai la fabrication du plus 5 volts qui est ici. Les 4 diodes qui font le pont de diode du coup pour redresser le 12 volts AC. Et à gauche, j'ai toute la partie qui vient fournir un courant qui va traverser la petite LED qui est intégrée à mon optocoupleur. Donc au début, je me suis aperçu que en fait, le condensateur de lissage que j'ai ici était HS dessous, il était très sale. J'ai décidé de le tester, il était vraiment HS, donc je l'ai changé. Notre panne également, c'était qu'on avait également l'optocoupleur qui était HS. C'est pour ça que là, il ne tient pas, parce que je ne l'ai pas ressoudé encore. Bon, alors sur ce grille-pain, vous voyez, on a le 220 volts de la prise électrique qui arrive simplement ici et ici. Donc en premier, on a un petit transformateur pour abaisser la tension secteur. Donc ici, on est en 220 volts AC alternatif. Et on va être ici en seulement 12 volts AC alternative.
Ensuite, mon 12 volts, je vais le redresser par un pont de diode. Donc là, je vais redresser ma tension. Si je prends un oscilloscope, alors surtout ne le faites pas sans rien brancher, il faut un transfo d'isolement si on veut se prendre sur le 220 volts, ou alors une sonde différentielle. C'est le seul moyen. Sinon, si vous mettez l'oscilloscope, la sonde, ici sur le 220, vous allez cramer l'oscilloscope et faire disjoncter le disjoncteur. Donc c'est pas trop à faire. La sonde, pour un oscillo, moi ce que je recommande, c'est de la mettre ici plutôt. Après l'isolement de mon transformateur, je peux me mettre sans problème. Donc ça, c'est un transformateur classique. Ce n'est pas un transformateur d'alimentation à découpage comme on voit régulièrement sur toutes les vidéos. Donc la forme d'onde que j'ai ici sur le 220 et la forme d'onde que j'ai ici sur le 12 volts va être identique à 50 Hz. C'est une vague. On a le 0 volt au milieu là. À chaque passage, on est à 0 volt. Ici en haut, j'ai l'alternance positive et en bas, j'ai l'alternance négative. Si vous vous souvenez de l'alimentation à découpage, de la vidéo que j'ai fait la dernière fois, je vous parlais que sur le 220, en fait, une fois que c'est redressé, on obtient ceci. Donc c'est toujours la petite vague, sauf que moi, j'utilise que l'alternance positive. Donc en clair, là, dans notre cas, on perd toute l'alternance négative. Donc on se retrouve comme ceci. Ensuite, on va avoir un lissage hop, avec mon condensateur ici C10 dans notre cas. Lissage et le condensateur C1 de 100 nano qui est en parallèle, comme vous voyez. C'est un petit condensateur qui sert d'antiparasite, on va dire. C'est pour éliminer toutes les fréquences indésirables, pour ne pas les retrouver ici, quoi. Donc là, on va se retrouver maintenant, après le pont de diode, en 19 volts DC. Et comme on est lissé, si le condensateur est bon et si il est bien calculé, je me retrouve avec une tension comme celle-ci. Ensuite, comme vous voyez, on a R1 et on a R20 qui sont en parallèle d'une valeur de 200 ohms. Dans ce cas-ci, où j'ai deux résistances de la même valeur chacune, elles sont en parallèle. Pour connaître la valeur de combien j'ai d'ohms ici, eh bien en fait, on va diviser la valeur des résistances par 2. Donc ici, si je mesure avec un ohmmètre, entre ce point-là et ce point-là, je vais trouver 100 ohms au lieu de 200. Par contre, si j'ai deux résistances, par exemple de 200 ohms qui sont en série, donc l'une après l'autre, eh bien là, j'aurai 400 ohms. Ensuite, on a un tout petit régulateur. Donc celui-là, on n'a pas l'habitude de le voir en boîtier TO92. Dans notre cas, on va être sur un régulateur TO92. Et là, on a inversé la patte 1 et 3. Parce que sur un régulateur boîtier TO220, on a l'entrée, la tension d'entrée en pin 1 et on a la tension de sortie en pin 3. Là, sur un boîtier TO92, c'est l'inverse. On a l'entrée sur la pin 3, la pin 2 toujours au GND. Au GND, on le retrouve ici. Et ensuite, on a la pin 1 pour la sortie. Donc, si le régulateur est bon, ici, je vais avoir 5 volts. Sur ce grille-pain, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux cartes électroniques. Une carte électronique sur le côté du grille-pain avec le transformateur plus le redressement, le lissage, la régulation en tension du 5 volts. Cette fonction ici également. Et on a une autre carte qui est sur la face avant en bas du grille-pain avec le microcontrôleur
et les micro-switches pour les différentes fonctions et les petites LED également qui vont nous indiquer l'état du fonctionnement du grille-pain. Nous, on va alimenter notre microcontrôleur via la pin 11 et la pin 12 en plus 5 volts continu. Et vous voyez, si vous regardez bien ici, j'ai encore un petit condensateur C8, le 470 microfarad 16 volts. Lui, il sert également à bien lisser ma tension pour avoir un bon 5 volts parfait. Donc j'ai mis une petite flèche 5 volts parce que ça repart tout simplement ici. Et ça repart également sur une résistance qui va à mon optocoupleur. J'ai une information qui repart au microcontrôleur sur sa pin 8 par une thermistance. En fait, celle-ci, elle fait 10 kΩ et sa valeur ohmique va augmenter suivant la température dans le grille-pain. Donc, s'il fait trop chaud, si le pain est grillé, eh bien, l'information ici va être différente. Si je suis à 1 kΩ, par exemple, sur cette thermistance, ce qui n'est pas le cas, si je suis à 1 kΩ, eh bien, j'aurai pas la même tension ici que si j'avais une résistance de 20 kg, ce qui est normal. Ici, on constitue un petit pont diviseur de tension. C'est pour ça qu'on a une résistance qui repart au GND. C'est calculé. Donc, on arrive sur un connecteur qui sépare les deux cartes. Carte d'alimentation et puis carte microcontrôleur. Donc là, j'ai mis 4, comme vous voyez. Là, j'ai mis pin 3. C'est tout simplement sur quelle patte je suis sur le connecteur. Donc, j'arrive ici. Je rentre par ma résistance de 1 kΩ, ce qui est classique, et j'arrive en pin 8. Donc là, je viens donner une information au microcontrôleur sur la chauffe de mon pain, de mon grille-pain. Ici, j'ai tout bonnement des LED, comme vous voyez. Donc si vous regardez A1, là, c'est relié ensemble. Pour pas que ça fasse trop brouillon, je n'ai pas mis de fil qui allait ici à ici. Et on sait que c'est des flèches qui sont ensemble. Donc ça, c'est les cathodes de ma LED. On reconnaît que c'est une LED puisqu'il y a le symbole d'une diode plus une petite flèche qui en sort. Donc là, on sait que c'est une LED, c'est le symbole électronique. Donc toutes les cathodes, elles sont reliées ensemble, comme je disais, pour LED 1, LED 2, LED 3 et LED 4. Et j'ai également la cathode de ma LED, ici, la LED Power. Je n'ai pas mis quelle LED c'était, mais bon, c'est écrit Power sur la carte. Pour ma LED 7, ma LED 6, ma LED 5. Donc là, c'est un fil. Et ce fil que j'ai ici à 1 n'est pas relié à celui-là. Ce ne sont pas les mêmes pistes de cuivre sur la carte. Ça ne se touche pas. Et le A1, on le retrouve ici. Donc la cathode, ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque je branche mon grille-pain, j'ai ma LED Power ici qui va être allumée. Ce qui veut dire ici que sur la pin 1, j'ai toujours 5 volts en sortie. Puisque je passe par l'anode, je ressors par la cathode, j'arrive sur le fil A1 qui revient ici. Ensuite, je passe par une résistance, c'est la R17 de 2 kΩ. Donc cette résistance, elle sert à limiter le courant qui va traverser ma LED. Si je mets une LED comme celle-ci, que j'envoie 5 volts sur l'anode et je la relie la cathode directement au GND, elle va cramer tout de suite. J'ai donc besoin de limiter le courant qui va la traverser. Alors, souvent, on est à peu près sur 0 à 20 mA pour les petites LED classiques. Là, dans notre cas, on est plutôt à 8 ou 10 mA, voire même un peu moins. Ensuite, j'arrive à la pin 5. Et dans le microcontrôleur, il y a plein de petits transistors qui font la commutation. Donc, je passe de la pin 5 directement au GND via la pin 9.
je vais jouer entre la pin 2, 3 et 4, suivant combien de LED je veux allumer. Là, je n'aurai jamais 0 volt. Sauf s'il y a un souci dans l'alimentation, ou le microcontrôleur même. Donc là, ici, quand je vais faire cancel, eh bien le 5 volts, lui, ça va changer d'état. Le microcontrôleur va savoir que j'ai activé la fonction. Ensuite, dedans, dans un grille-pain, on a des résistances de chauffe. Donc, elles, pour les mettre en fonctionnement, on va baisser le levier. Avec la poignée, on baisse, et puis ça vient mettre les contacteurs sur on. Donc là, je suis en off, et lorsque ce fil-là touche celui-là, et ce fil-là touche celui-là, je suis sur on. Donc là, je vais venir envoyer du 220 ici, chose que je n'avais pas quand j'étais sur off, puisque ici, ça ne vient pas en contact avec la prise 220. Une fois que j'ai mis on, que j'ai baissé le levier, j'envoie du 220 ici. Je redresse par la petite diode D5. Attention, 220, si je la redresse et je la lisse, théoriquement, si je mets un condensateur juste à la cathode, là, je suis en 310 volts, 318 même, suivant la tension secteur. On va utiliser pour ça un pont diviseur de tension avec le calcul de 2 résistances. Ici, si mon condensateur de lissage C12 est bon, qui fonctionne, je vais avoir une tension bien continue et je vais être ici à 33 volts. Continue. Donc je suis passé d'une tension de 220 alternative AC en une tension redressée, lissée et on va dire diminuée de 33 volts continue. Si je mesure au bord du condensateur C12. Ici, j'ai une résistance de 5,1 kΩ, la R13. Donc, elle, à quoi elle sert? Toujours pareil que dans notre cas avec les LED, elle sert à limiter le courant qui va circuler dans la petite laine qui est intégrée à l'optocoupleur. Si ici, je n'ai pas de 220 volts, je vais avoir 0 volts ici sur la pin 1 et sur la pin 2. Donc, ma LED, elle ne va pas émettre une petite lumière. Et le phototransistor que j'ai ici, en pin 4 et 3, lui, il ne va pas être commandé. Donc, s'il n'est pas commandé, ça veut dire qu'ici, j'ai 5 volts qui arrivent sur la pin 17 du microcontrôleur. Si par contre, j'envoie une petite lumière dans ma LED ici, entre pin 1 et pin 2, donc le courant, il passe par R13, la note de ma LED, il ressort ensuite par la cathode, la pin 2. Donc ça, ici, c'est le moins. On dit que c'est le moins de l'alimentation primaire. Là ici, il ne faut pas mettre les doigts. On est sur le 220 quand même. Ce n'est pas protégé. Il n'y a pas d'isolation galvanique comme sur un transformateur. Lorsque j'envoie une petite lumière à l'intérieur de l'optocoupleur, nous, on ne le voit pas. Ça vient frapper la commande d'un phototransistor, donc la base. Donc du coup, mon transistor, lui, il va conduire entre le collecteur et l'émetteur. On voit que, alors je vais zoomer un petit peu pour ceux qui ne voient pas, voilà, là on voit mieux. Donc ici, mon 5 volts que j'ai, il va passer par le collecteur en pin 4 de l'optocoupleur, il va ressortir par l'émetteur pour aller au GND de l'alimentation qu'on a ici. Donc le GND, il est là. Si mon 5 volts que j'ai ici arrive au GND, donc j'aurai plus que 0 volts ici et plus 5 volts comme auparavant. J'envoie l'information ici en pin 17 sur le microcontrôleur que j'ai activé mon grille-pain, que je l'ai mis en route, on va dire. Ou que j'ai mis une résistance en chauffe. Du coup, je sors une tension ici en pin 15. Je vais venir commander mon transistor Q2. Ici sur le point A, il faut savoir que j'ai 19 volts continu.
C'est le 19 volts qu'on retrouve sur l'alimentation après le pont de diode qu'on a vu tout à l'heure. Je passe par une petite bobine d'un électroaimant qui mesure, je vous ai mis la valeur, 90 ohms. Si le transistor est bloqué, là je suis au niveau du collecteur, je ne peux pas repartir à l'émetteur. Je ne peux pas ressortir, vu qu'il est bloqué. Une fois que l'information sort de mon microcontrôleur de la pin 15, donc il va fournir une tension de 5 volts, pour venir actionner ici mon transistor. Je vais venir commander la base de mon transistor plutôt. Ce que j'ai ici va passer par le collecteur, ressortir par l'émetteur, puisque j'ai une flèche qui ressort de l'émetteur, c'est un NPN, pour retourner au GND. Donc là, quand j'ai 19 volts là et GND ici, mon électroaimant, lui, eh bien, il envoie un champ magnétique. Et ce champ magnétique, il va servir à tenir la tige de mon grille-pain que j'ai baissé tout à l'heure pour que les résistances chauffent. Si j'appuie sur Cancel, je vais venir couper le 5 volts ici de la pin 15. Du coup, mon électroaimant, lui, il ne va plus être alimenté, puisque ici, je ne retournerai pas au GND. Du coup, je vais relâcher la tige et elle va remonter. Et là, les résistances de chauffe sont coupées. Si je rabaisse à nouveau la tige, je viens réactionner les deux contacts où sont branchées la résistance de chauffe. Je viens envoyer à nouveau 33 volts qui va après passer par R13 puis l'optocoupleur pour mettre ici au GND, donc 0 volts. Je vais à nouveau envoyer 5 volts sur la pin 15, à nouveau commander mon transistor Q2 et là, ma tige va rester en fonction et ma résistance va se mettre à chauffer. Si j'appuie à nouveau ici, elle remonte puisque je coupe l'information en pin 15. Là, je serai à 0 volts. Dans notre cas, on avait une grosse panne. Lorsque je baissais ma tige, eh bien, l'électroaimant n'était pas alimenté. Et du coup, ma tige remontait toute seule puisque je ne pouvais pas maintenir la tige sur l'électroaimant. Ici, je n'avais pas mon 33 volts. J'avais une tension, mais je n'avais pas un truc bien plat. Je n'avais pas une belle tension ici. Et en plus, mon optocoupleur U3 était grillé, il était HS, tout simplement. Donc j'ai changé le condensateur ici C12, puisque en fait, quand je l'ai mesuré, au lieu de faire 47 micros, il était descendu à 9 microfarads. Du coup, il ne pouvait plus faire son rôle, il ne pouvait plus jouer son rôle. Et j'avais également l'optocoupleur qui ne fonctionnait plus. Ensuite, quand j'ai remis sous tension, quand j'ai baissé le levier ou la tige de mon grille-pain, j'ai actionné les contacteurs, envoyé ici 220, bien sûr. J'avais à nouveau ici 33 volts et par miracle, ma bobine, mon électroaimant, était à nouveau alimentée et ma tige restait collée dessus. Donc, j'ai réussi à réparer le grille-pain comme ceci. Uniquement deux composants à changer. Et là, il n'y en a pas pour cher à réparer ça. Ça coûte 2 fois rien de changer les composants. En les achetant en gros comme je peux faire régulièrement, je peux dire que je suis à peu près à 0,5 €. Frais de port compris. Là, dans votre cas, pour quelqu'un qui va vouloir dépanner son grille-pain et qui n'a pas de composants sous la main, si on commande, c'est les frais de port qui vont coûter plus cher. On peut estimer entre 5 et 10 € quand même, parce qu'il y a les frais de port, c'est uniquement pour ça que les composants vont être chers. Mais on peut arriver à le réparer pour pas grand-chose. Et comme toujours, je le redis encore, je trouve que c'est préférable de réparer un appareil plutôt que d'en racheter un. Si on parle tous de notre planète actuellement, l'être humain est pas très généreux avec la planète, on va dire, niveau pollution. Donc du coup,
moi je pars du principe que si on peut réparer, autant réparer. Bien sûr, il ne faut pas que la valeur de réparation me coûte plus cher que le grille-pain. Et là, c'est ce qui peut se passer, par exemple, si vous le mettez chez un dépanneur, si vous ne souhaitez pas travailler ici, parce que c'est quand même le 220 qui arrive, il ne faut pas mettre les doigts. Donc il faut faire très attention quand même. Si vous n'en sentez pas de le réparer, vous pouvez toujours passer par quelqu'un qui bricole un petit peu, qui pourrait éventuellement le réparer, faire des soudures. Sinon, passer par un réparateur, ben, malheureusement, avec le prix de la main-d'œuvre, parce que la main-d'œuvre en France est très très chère, puisque le petit réparateur, ou même le grand, hein, il a énormément de charges, comme j'ai dit dans la dernière vidéo. Et du coup, c'est pour ça que la main-d'œuvre est chère, parce qu'il faut qu'il paye toutes les charges, l'électricité, le local, enfin tout un tas de choses à payer. Ce qui fait que la main-d'œuvre est chère et ça peut là dépasser le prix d'achat d'un grille-pain. Donc dans ces cas-là, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Le transistor Q2 également, il peut être HS et rester collé en fait. Donc si j'appuie sur Cancel, la tige de mon grille-pain elle remonte pas. C'est tout simplement parce que j'ai un court-circuit entre collecteur et émetteur de mon transistor. Et du coup, ce que j'ai ici sur la bobine va tout le temps ici, même si j'envoie plus la commande en pin 15. C'est une des pannes qui peut arriver. Dans notre cas, on a ici aussi, je n'ai pas parlé, C4 et C11, c'est uniquement du filtrage. C'est pour éliminer certaines fréquences indésirables que j'aurai sur mon 5 volts, pour pas que le microcontrôleur plante, si son alimentation n'est pas bonne. Donc pour un problème qui est identique à celui que j'ai eu, moi, il faut toujours vérifier qu'on a bien 19 volts ici continu. Si je me retrouve ici avec une tension de 10 volts par exemple, c'est que là, sur mon C10 et sur mon HS, je vais contrôler ensuite une deuxième mesure, c'est le 5 volts en sortie du régulateur. Si ici j'ai une bonne tension et qu'ici j'ai pas 5 volts en sortie, ça peut être soit le régulateur qui est HS qui fournit plus 5 volts, ou alors je peux avoir un souci plus grave, bon c'est 8 à la rigueur, mais je peux avoir un souci plus grave, c'est comme j'alimente le microcontrôleur, lui peut être en défaut en court-circuit. Et du coup, ça peut arriver qu'il mette le 5 volts au GND. Du coup, mon régulateur, lui, il crame avec, ou alors il se met, il est complètement out à cause d'un court-circuit ici sur le 5 volts. Ce qui risque de faire cramer mes deux résistances d'ailleurs. Ça peut être également, je peux avoir une tension ici en 19 volts, rien du tout ici, et pas de court-circuit non plus en sortie 5 volts, et pas de tension ici sur sa tension d'entrée, tout simplement parce que les résistances sont coupées. Si je fais une mesure sur l'électroaimant, sur une patte, ici j'ai 19, sur l'autre bobine j'ai 19, ça veut dire que le transistor Q2 n'est pas commandé et que je ne passe pas par le collecteur pour aller à l'émetteur au GND. Donc là, ça veut dire que Q2 n'est pas commandé. Je peux mesurer également la tension que j'ai ici. Si j'ai rien du tout, ça veut dire que soit le microcontrôleur est HS, c'est m'est arrivé sur un grille-pain identique, ou alors ici, sur la pin 17, je ne suis pas à 0 volts, ce qui veut dire que l'optocoupleur, lui, soit il ne fonctionne pas, ou soit il n'est pas alimenté via sa petite LED là. Donc ça voudrait dire qu'ici, j'ai rien, aucune information. Ce que j'ai eu comme cas, ce sont les contacts ici, qui étaient charbonnés au niveau des contacts électriques. Et du coup, lorsque je baissais mon levier, que je touchais en haut et là, ici, en bas, eh bien, ça ne faisait pas contact. Et du coup, je n'avais pas mon 220 ici. Du coup, mes résistances, elles, ne chauffent pas, les résistances de puissance de chauffe. Et ici, je n'avais pas l'information 220. Parfois, on peut s'amuser à poncer légèrement un petit peu les contacts ici pour enlever le charbonnage. Ça fonctionne, mais c'est pas dit que dans un mois, ça fonctionne toujours. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à changer directement les contacts.
Pour ceux qui vont me dire, oui, mais les contacts, ça, on peut pas les acheter, on les trouve plus dans le commerce. Le microcontrôleur, c'est pareil, parce qu'il est programmé d'usine. Eh bien, tout simplement, il faut racheter sur le bon coin, par exemple, un grippin qui est en panne, à pas cher, pour récupérer des pièces. Je viens de prendre 2 multimètres. Celui-là, il faut choisir les calibres. Celui-là, c'est automatique. Je vais prendre celui-là pour commencer, parce qu'on voit bien les symboles. Ici, j'ai V. Ensuite, un grand trait sur le dessus et 3 petits points. Ça, c'est pour mesurer une tension continue. Donc en DC. Ensuite, ici, j'ai le petit V avec une vague. Ça, c'est pour mesurer la tension alternative que je vais avoir sur une prise électrique, par exemple. Donc pour mesurer le 220 volts, je vais me mettre en calibre automatique. Donc là, je suis bien en AC. Donc on voit bien que 200 pour 220 volts, le calibre est trop petit puisque ma tension elle est de 233. Donc je vais prendre le calibre qui est au-dessus. Donc là, dans mon cas, 250 est plus grand que 233. Donc je me mets sur 250 volts avec une petite vague. C'est la même qu'ici. Donc ça, c'est pour mesurer, dans mon cas, soit sur ma prise électrique, ou soit pour venir mesurer ici. Ensuite, je reprends mes petits multimètres. Tension continue, je vais me mettre sur volt avec ce symbole-là. Donc nous, dans notre cas, c'est l'autre côté. Je ne connais pas ma tension que je vais avoir ici, sur ces 12, mais je sais que mon condensateur, c'est un 47 micro 50 volts. Donc là, dans mon cas, c'est le 50 volts qui va m'intéresser. Je sais que je ne pourrai pas être supérieur à 50. Je peux être en dessous, mais jamais supérieur. Donc je peux prendre le calibre 200, parce que 20 volts, c'est plus petit que 50 volts, donc je vais prendre le calibre au-dessus. Du coup, je vais prendre 200 en continu. Donc ça, le continu, c'est pour mesurer directement ici sur le condensateur. Faites attention. Fil noir ici par contre. Et fil rouge ici sur le plus du condensateur. Vous ne pouvez pas vous tromper sur le condensateur. Il y a un petit trait sur le côté du condensateur, tout le long en fait. Eh bien, c'est pour dire que c'est le moins du condensateur. Donc l'ODC, je vais mesurer ici. Ensuite, je vais mesurer sur mon alimentation. Alors, je redescends un petit peu. Après mon pont de diode. Donc ici, si je mesure ici et le GND, ou alors ici, GND sur le pont de diode et le plus ici, eh bien là, je vais être en DC de 5 volts, pareil. Si je mesure le 220, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je peux également venir, alors attendez, parce que le pied d'atome me gêne, je peux également venir mesurer le 12 volts AC, donc là c'est AC comme ici. Sauf que votre multimètre, alors celui qui est automatique, il n'y a pas de souci, il va adapter automatiquement le calibre. Celui-là où il faut choisir les calibres, je sais que je suis à 12 volts AC. Donc si je veux affiner un peu mieux la précision de ce que je mesurais ici pour le 12 volts, eh bien je vais descendre mon calibre à 20, puisque 20 est supérieur au 12 annoncé. Et ici, vous pouvez y aller. Là, vous n'allez pas vous prendre un coup de jus. Ici, oui. Sur le 220, oui. Mais pas après. Ici, on a une isolation galvanique. C'est isolé au niveau des bobinages. Là, c'était pour mesurer une tension. Alternative AC ou alors DC. Ensuite, je veux mesurer une diode. Vous voyez ici, je le calibre diode. Hop. Et en plus, c'est bien, il fait la fonction bip bip lorsque je vais toucher mes deux pointes de touche. Je touche les deux pointes, ça sonne, et ça affiche 0,02, c'est que j'ai un court-circuit ici. Pour savoir si j'ai un court-circuit, je touche mes deux pointes de touche. Ensuite, on a la mesure en ohms. Ohm. Si je touche mes deux pointes de touche, ça me donne ça.
je suis à 0,06. Donc là, je sais que j'ai un court-circuit. Si je n'ai pas de court-circuit, je relâche donc et le circuit est ouvert. Alors, c'est comme pour un interrupteur. Circuit ouvert, je suis comme ça. Circuit fermé, je touche les pointes de touche. Donc là, ça c'est le home. Et pour le home en automatique, là, je vais partir de 200 jusqu'à 2 mégaohms. Il va falloir que je choisisse le calibre que je veux. Si on ne sait pas, on peut commencer à 2 mégas ou 200 kg. Si ça affiche 0, quelque chose, eh bien, dans ce cas-là, on va descendre le calibre pour avoir une précision supérieure et avoir une meilleure valeur affichée pour savoir la résistance. Sur ce multimètre-là, on a déjà débattu avec plusieurs abonnés, puisqu'il y a un petit souci, c'est qu'ici, ils ont été nous mettre le symbole diode. Et si je mesure une diode ici, je vais être uniquement en ohms. Je ne veux pas obtenir la valeur par rapport à si je me mets ici. Ce multimètre-là, c'est le petit souci qu'il a, lui. Ils auraient dû mettre le symbole diode ici. J'ai fait la comparaison entre plusieurs multimètres, pour une diode de redressement par exemple, pour avoir 0,7 volts. Ici, j'avais que des valeurs infinies. Ici, infini, jusqu'à 200 kg, des fois j'arrivais à avoir une valeur, mais c'était que des ohms. Je ne pouvais pas afficher la valeur d'une diode. Si je me mettais ici, et bien là, bizarrement, ça m'affichait 0,7 volts, comme sur l'autre multimètre, où j'avais bien le bon symbole. Donc là, il faut faire attention. C'est un truc... ça n'arrive pas souvent qu'il y ait un souci de sérigraphie. Pour en diode, c'est ici. Pour se brancher, c'est tout simple. Je débranche mes fils. Comme c'est toujours le fil noir, donc je fais du bruit avec le pied, je suis désolé. Comme, et nous, dans notre cas, on veut soit une tension, soit une diode, soit ohm. Du coup, je vais me mettre ici, là. Le milliampère, on s'en fiche un peu, puisqu'on ne va pas mesurer le courant. Ici, c'est pour un grand courant 10 ampères. Dans mon cas, c'est pareil pour ce multimètre-là. Alors, attendez, j'enlève la pointe de touche rouge. Et vous voyez que ici, on peut tester soit condensateur, on peut tester des volts, une tension. On peut tester, il y a le symbole ohm, donc une résistance. On peut tester aussi, mesurer combien qu'on a d'hertz sur le multimètre. Ça, je ne vous en parle pas dans l'immédiat parce que ça ne nous intéresse pas pour ce grippin. Voilà. Et on peut tester aussi des petits courants. Petits. Pour les gros courants, il faudra que je me branche entre ici, donc noir toujours, et ici, pour un fort courant. Ici, je ne me rappelle plus comment c'est, mais normalement, il y a un fusible. Oui, il y a un fusible. Entre rouge et noir. Donc, logiquement, si vous vous trompez, on mesure un courant dans les branchements, si ça dépasse, le fusible va sauter. Mais parfois, quand il saute, on peut également cramer le multimètre. Si je veux tester une diode ou si je veux tester une LED, ça va être pareil. Fonction diode. Donc, on reconnaît le symbole de la diode qui est ici. Donc, je vais mettre ma pointe de touche rouge sur l'anode. Donc là, je suis sur l'anode. Du côté où vous avez la barre, donc de l'autre côté, c'est la cathode. J'ai pris mon multimètre en mode diode pour vous faire voir. Donc fil rouge sur l'anode. L'anode, dans mon cas, si on regarde bien, elle est ici à droite et à gauche, on va voir la cathode. J'obtiens 194, donc 0,19. Là, c'est normal. On n'est pas sur une diode AN4007 classique. On est sur une diode de redressement Schottky, ou Schottky, je ne sais jamais le prononcer. Si vous voulez une diode AN4007, donc il faut savoir la référence de la diode, bien sûr. Hop, je pousse la petite LED. Ça, c'est un circuit qu'on verra dans une prochaine vidéo. L'anode ici, et le trait, c'est la cathode. Et vous voyez que là, je suis à 0,648.
ça veut dire que je suis à 0,6 volts. C'est parce que je suis sur une diode classique d'endressement. Si j'inverse mes pointes de touche, si jamais je mets la rouge sur la cathode, vous allez voir que je n'ai rien du tout. Je prends mon multimètre qui fait diode, et bizarrement il se met en ohm. En fait, il faut que j'appuie sur fonction pour me mettre en diode. Et là, je vais avoir la bonne valeur. Donc, je reprends fil rouge sur l'anode, fil noir sur la cathode de ma diode. Elle me dit, elle, 0,572. Donc, ça veut dire que celui-là, il est plus précis que l'autre que j'ai en calibre que je choisis. Et du coup, je suis, alors j'essaye de reprendre la valeur, je suis à 0,5 volts ou 0,571, c'est comme vous voulez. Là, c'est pas 571 volts, hein, c'est 0,5. Donc là, on est sur une jonction de diode qui est en silicium. Pour cette diode qui est en silicium, je peux être entre 0,5 volts et 0,7 volts. C'est ma diode de silicium. Là, pareil, si j'inverse mes pointes de touche, ça nous donne l'infini, ce qui est normal. Si je prends ma diode de Schottky, la Schottky, je préfère les mots en français. Je suis à 0,195, donc pareil que tout à l'heure. Il arrive, je vous donne aussi une autre petite technique, puisque ça m'est arrivé plusieurs fois déjà dans l'électronique. Ici, vous voyez, vous avez petite diode qui n'est pas de même couleur que celle-ci. Alors, il arrive que si je la mesure en diode, j'obtiens une bonne valeur. Par contre, alors là, je parle pour les AN41, 48, BAV21, etc. en diode. Ça, c'est de la diode de commutation. C'est de la même couleur que les diodes Zener, donc faites attention. Donc là, je peux me retrouver avec une résistance, donc si je me mets en ohm, de 20 kΩ à ces bornes. Donc vous dessoudez un côté, vous le soulevez pour plus que ça touche le cuivre que vous avez en dessous, et ensuite vous refaites la mesure. Si vous avez 20 kΩ sur une diode BAV21 par exemple, ou AN4148, eh bien c'est que la diode, elle est HS, malgré que sur la fonction diode, j'obtenais la bonne valeur. Ça m'est arrivé souvent sur des télés, avant c'était les télés à tube, je crois que c'est télé Philips, que j'avais souvent ce problème-là. Souvent, on me demande où j'ai eu mes schémas. Tout simplement, je l'ai eu dans ma tête. C'est moi qui l'ai fait, à partir de la carte. On appelle ça du rétro-engineering. Ou ingénierie, ou je ne sais pas comment on dit. C'est de l'anglais. Donc, il n'y a pas le choix, il faut le faire soi-même. Donc, on le fait à main levée avec une feuille, avec la carte, le multimètre, pour savoir, là, par exemple, la résistance, sur quelle piste elle va, pour savoir sur quel composant ça peut aller. On utilise le mode bip bip du multimètre et on teste pour savoir sur quelle piste ça va. Donc là, par exemple, si j'ai une résistance, je dessine une résistance sur ma feuille. Si j'arrive à 5 volts, je mets un 5 volts dessus. Je ne veux pas mettre un fil qui repart directement ici sur le régulateur. Ensuite, je fais le mode bip bip et je vois que j'arrive en pin 17 sur le microcontrôleur. Je dessine un rectangle pour le microcontrôleur. Je mets que c'est pin 17. Après, je continue, j'essaie de voir où ça va. Ensuite, ce que je peux faire aussi, c'est sans utiliser le mode bip bip, avec des bons yeux, suivre où va la piste directement sur la carte. Alors, je prends par exemple celle-ci. Là, c'est assez simple, hein. Je vois que ma patte ici, si je suis le cuivre, eh ben, j'arrive ici et j'arrive ici. Donc, je vais mettre un trait directement et je vais mettre sur quel composant ça arrive de l'autre côté. C'est tout simple. Parce que ce schéma-là, vous ne le trouverez pas sur Internet. Maintenant, vous allez peut-être l'avoir, puisque je l'ai fait, que je vais le partager auprès de tout le monde.
Donc dans notre grille-pain, on a deux résistances comme celle-ci. On voit ici qu'à cause de miettes de pain qui sont restées, eh bien, ça a commencé à cramer. Ces résistances, pour fonctionner, elles sont en série. Je vais avoir, par exemple, la phase qui arrive ici. Je ressors de la résistance chauffante par le fil bleu. Ensuite, j'arrive sur la deuxième résistance. Le fil était noir, il me semble. Et ensuite, je ressors pour aller sur le neutre. Donc, phase ici, neutre ici, deux résistances en série qui chauffaient. Lorsque, bien sûr, mon levier était baissé et que je venais faire contact ici, des deux côtés. Donc là, on voit un peu pourquoi ça a cramé, pourquoi ça fumait. Ça, c'est oui, ça fonctionne très bien. Ça, par contre, on voit que ça a bien chauffé. Je vais plier exprès les lamelles parce que c'est mort. Je ne peux pas m'en servir. Bon, là, il n'est pas charbonné. Bon, là, il n'est pas terrible, mais... Ouais, si, quand même. Là, il est vraiment HS. On aura beau gratter avec du papier de verre, ça recommencera. Il y en a qui nettoient bien les contacts, ils font... Mais quand ça a chauffé comme ça, moi, je préfère changer. Donc, le fil que vous voyez ici, il vient tout simplement alimenter le petit transformateur que vous avez vu. Et je me prends également sur un autre fil qui allait ici, donc le neutre, pour alimenter également le transformateur, le tout petit, qui délivre 12 volts AC. Alors ici, vous voyez, il y a une diode, ici, de redressement. La façon qu'elle est câblée, on pourrait croire qu'on arrive par l'anode, qu'on ressort à la cathode pour aller ici. En fait, non. L'anode et la cathode de ma diode sont en parallèle de ce connecteur ici. Et ce connecteur, c'est la bobine en fait que j'ai, l'électroaimant. Donc cette diode, elle est en parallèle, elle sert de roue libre, comme sur un relais. Lorsque mon transistor ne va plus être commandé, je ne vais plus passer par le collecteur et l'émetteur. Dans ma bobine, comme il reste un peu de courant, eh bien, je vais passer de l'anode vers la cathode et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de courant. Et comme ça, je vais protéger tout le reste, c'est-à-dire le transistor qui commande la bobine. Voilà pourquoi on met cette petite diode d'endressement souvent en parallèle de la bobine d'un relais. Les deux contacts que vous voyez ici et ici, eh bien en fait ce sont ceux-là qui sont sur la carte PCB. On a le 220 qui arrive en bas. Et ensuite j'ai mes deux résistances de chauffe qui sont en série, qui sont branchées comme ceci. J'ai branché mon multimètre sur la prise du grille-pain. Donc vous voyez que là, avec le levier qui est en haut, je n'ai rien. Si jamais je la baisse, mon multimètre m'affiche 60,2. Cette valeur que je mesurais de 60 ohms, c'est normal, puisque lorsque j'abaisse le levier, eh bien, je viens mettre en contact les deux résistances de mon grille-pain. Et du coup, comme on est sur des résistances chauffantes, on est sur une très faible valeur. Et du coup, on est à 60 ou 62 ohms. Ça peut être 65, hein, c'est bon aussi. Alors maintenant, je vais renlever le multimètre et je vais mettre en route le grille-pain. Là, il est en route. On voit que les lumières sont bleues, les petites LED. Maintenant, je vais baisser le levier ici. Le levier, il reste aimanté. Une petite LED s'allume et le grille-pain chauffe. Et pour l'éteindre, c'est facile. J'appuie sur le bouton et le levier remonte et du coup, la résistance ne chauffe plus. Voilà comment ça fonctionne. Bon, alors maintenant, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous ai dit au tout début, un maximum de pouces vers le haut, s'il vous plaît.
Pour l'instant, je ne sais pas encore quelle vidéo je vais mettre la prochaine fois, puisque j'en ai plusieurs qui sont en cours. J'ai une platine CD Philips. Donc le problème, elle, c'est qu'elle démarrait plus, il y avait un souci dans l'alimentation en fait. Vous voyez, j'ai également une vidéo sur un chargeur d'accu. Celui-là, il est dangereux, il ne faut pas l'acheter surtout. On verra ça dans les vidéos. J'ai également une vidéo sur, là c'est démonté, mais c'est, comment qu'on appelle ça? C'est pour se refroidir l'été. Donc on met des glaçons dans un bac, on met un filtre dessus, et il y a un ventilateur, donc celui-là quand même, il est assez balèze, hein, il envoie pas mal d'air, et qui vient nous refroidir ou refroidir une pièce. Donc on va voir un peu comment ça fonctionne tout ça là. Et surtout, par quoi on peut remplacer cette carte en passant du chargeur et du ventilateur pour faire un petit ventilo. On verra si on peut faire un petit montage pour avoir une, deux ou trois vitesses du ventilateur, donc plus tard. Celle-là, elle n'est pas encore faite, j'ai encore pas mal de boulot dessus. Sinon, je fais plein d'autres vidéos. On aura une sur le branchement d'un transfo dans un ampli, donc qui n'est pas relié directement en 220 volts, mais on a un curseur dessus qui permet de mettre en 110 volts. Donc on verra comment c'est câblé, comment ça peut fonctionner, et qu'est-ce qu'il faut faire pour le mettre en 220. Et surtout, pourquoi si je mets en 110 volts et je branche la prise électrique, pourquoi ça disjoncte ou pourquoi ça crame. On verra ça également dans les vidéos. Il y a d'autres vidéos après qui viendront, beaucoup. Il y en a une que vous attendez beaucoup, c'est encore le Grippin, c'était un SMEG. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en fin d'année 2024, et j'ai toujours pas fait la fin de la vidéo. D'ailleurs, il va falloir que je le fasse parce que la personne va peut-être vouloir récupérer enfin son Grippin. Donc Arthur, je pense que maintenant tu dois regarder mes vidéos, je ne suis pas sûr, mais je pense. Et du coup, sache que ton Grippin, logiquement, devrait bientôt te revenir. C'est pas français ce que je viens de dire, mais tu devrais bientôt récupérer ton Grippin. Voilà, maintenant je vous laisse, je dis à la prochaine pour une future vidéo. Profitez bien, buvez bien, mangez bien, faites bien la fête quand vous pouvez. Éclatez-vous, il faut en profiter. Et je vous dis maintenant à la prochaine. Allez, salut!